Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble les murs de soutènement. Alors parmi les constructions humaines, il y en a certaines que l'on ne voit pas réellement. Si on compare ça à l'architecture ou beaux bâtiments, il existe des structures très importantes, je viens de le dire, qu'on ne voit pas, mais sans elles, beaucoup de projets ne sauraient voir le jour. Alors il s'agit donc des ouvrages de soutènement. Alors on peut les voir, on peut les trouver dans des situations très diverses. Alors généralement, alors le cas le plus simple, vous pouvez retrouver ces ouvrages de soutènement, par exemple à côté des routes. Lorsque vous êtes sur l'autoroute, par exemple, vous allez voir qu'il y a des talus, et souvent ces talus, d'accord, sont retenus par des ouvrages divers qui retiennent les terres de glisser. C'est clair que lorsqu'on réalise un talus, donc soit qu'on le réalise après avoir choisi une cote projet donnée quelque part ici, et donc on fait un terrassement, donc on a fait un terrassement, donc on va créer un talus, d'accord, il faudra veiller à ce que ce talus soit stable et qu'il ne glisse pas. Alors parfois même dans la nature, on peut trouver des talus naturels. Et ces derniers sont stables jusqu'à une certaine période. Et souvent, on voit dans la nature des terrains qui s'affaissent après des pluies, après des événements sismiques, etc. Donc à chaque fois que vous avez des talus, vous avez des constructions humaines à côté, il faut veiller à ce que ces talus-là restent stables et ne peuvent pas présenter de risques relativement à vos constructions. Et donc on est dans l'obligation de réaliser ce qu'on appelle ici les ouvrages de soutènement. Il en existe plusieurs parties. Alors dans ce cours-là, donc nous allons voir plusieurs types. Et dans ce cours, nous allons voir quelques types qui sont les plus importants. Bien sûr, nous n'allons pas voir en détail comment calculer ces ouvrages, mais juste voir quels sont-ils et quels sont les apports ou bien les avantages des uns par rapport aux autres. Alors nous allons nous intéresser à 5 types de soutènement et on commencera par les murs poids. Donc vous voyez donc les murs poids. Ensuite nous verrons les murs de soutènement dits cantilevers. C'est les plus courants actuellement. Nous verrons aussi une variante très intéressante, très récente aussi, ce qu'on appelle les ouvrages en terre armée. Très bien. Alors nous verrons aussi les soutènements par gabion et les soutènements spéciaux, parois moulées, pales planches, parois de pieux, etc. Alors, cette 5e catégorie, je pense que nous l'avons déjà vu dans le chapitre terrassement, et donc on ne s'intéressera pas et on ne verra pas en détail ce type de soutènement. Donc on verra les murs poids, les murs de soutènement cantilevers, les ouvrages en terre armée et les soutènements par gabion. Alors on va commencer par les murs poids. Alors un mur poids c'est quoi? Alors comme vous pouvez le voir sur cette figure ici, un mur poids, donc c'est des murs massifs, c'est des murs très gros, très épais, très lourds. Ils sont réalisés en général en béton, parfois en pierre, mais encore parfois en maçonnerie, mais c'est très rare. Donc ils assurent la stabilité. Donc comment ils vont retenir les terres? Ils assurent la stabilité du talus par leur poids important qui s'oppose au poids des masses de terre soutenues. Donc ce poids-là, il est tellement important, d'accord? C'est un colosse, c'est un mastodonte, d'accord? Ça pèse très lourd. Et donc il faudra des forces énormes dans ce sens-là, de pousser. On verra tout à l'heure c'est quoi les forces de pousser, pour pouvoir faire basculer ou faire glisser ou faire tomber ce mur. Donc c'est des murs tellement épais, tellement gros, tellement lourds, que la poussée des terres, n'aura pas raison d'eux. Donc ils demeurent stables. Alors ce type de mur est de moins en moins utilisé, parce que leur coût, vous imaginez des murs en béton. Alors on voit ici un mur poids. Regardez, c'est très épais à la base, pratiquement 2 mètres à la base. C'est un mur de 7 à 8 mètres, je crois, d'accord?
je ne me rappelle plus de ce cas-là, mais c'est un mur qui est très lourd. Il va être remblayé ici, et on voit ici, de l'autre côté, une paroi de pale planche. Là, c'est un ouvrage spécial pour un ouvrage fluvial. Et là, regardez, vous avez une paroi et un mur massif en béton. Donc, c'est des murs qui ne sont pas économiques. Et donc, dans un contexte économique peu viable, comme celui que vit actuellement notre pays, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, réaliser des ouvrages pareils, qui sont des ouvrages massifs, on essaie de les éviter au maximum. On préfère peut-être des ouvrages plus intelligents. Alors là, effectivement, c'est vrai qu'il y a de l'intelligence humaine quelque part, donc on met beaucoup de poids pour s'opposer à la poussée des terres, mais il y a plus intelligent que ça, comme on le verra dans quelques instants. Et voilà, ça sera des murs beaucoup plus économiques, beaucoup plus fins, et aussi très stables et très sûrs. Donc les murs poids, donc ils s'opposent au mouvement de la poussée des terres par leur poids colossal. Ils ne sont pas économiques et ils sont très peu utilisés. Alors parmi les murs poids qu'on pourrait citer, un barrage, les barrages d'eau, d'accord, les barrages, ce sont des murs poids. Il y a des barrages en murs poids. D'accord? On les réalise encore. Mais pour des ouvrages en ville, etc., on n'utilise pas ce genre, on n'utilise plus, je dirais, ce genre de mur poids, tout simplement. Voilà. Alors, le deuxième type de mur de soutènement, c'est ce qu'on appelle les murs de soutènement dits cantilevers. Alors, pardon, ces murs de soutènement sont de loin les plus utilisés actuellement. Vu leur simplicité, vous voyez ici un mur de soutènement classique, voilà. Vous avez une semelle filante, et au-dessus un voile de soutènement, donc un rideau. On appelle ça un rideau. On verra tout à l'heure la terminologie, donc ça on appelle ça le rideau. Et ça, c'est la semelle sous le rideau. Très bien. Donc vous voyez, il est très simple à réaliser. Donc on a différentes configurations. Alors ici, vous avez un mur. Dommage, on ne le voit pas tellement ici parce que l'image est tronquée. Je vais essayer de revoir ça rapidement. Voilà donc deux types de murs cantilevers. Donc on voit bien le rideau ici, vous le voyez, la semelle, les terres soutenues, d'accord, les terres qui vont être soutenues par ce talus. Alors ici, par ce mur, pardon, ici vous avez la même configuration, mais on a rajouté ici, remarquez, une dalle qui va être filante sur toute la longueur. On ne le voit pas ici, c'est une coupe. Donc c'est pour rajouter plus de stabilité à ce mur-là. Donc c'est des murs très économiques. Donc ils doivent leur stabilité, ces murs-là, à une savante mobilisation, si j'ose dire, des forces en jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des forces de poussée, des forces de poids, et il y a un équilibre intelligent qui va se créer entre ces forces-là, sans avoir besoin à mettre des murs poids énormes. Donc on verra tout à l'heure comment. Donc imaginez qu'avec un mur poids on aurait tout ça. Avec ce genre de système, d'accord, on va avoir uniquement ce qui est assuré en noir ici, et uniquement ce mur de soutènement qui va équilibrer, auto-équilibrer, je dirais, qui va s'auto-équilibrer par rapport aux charges qui vont lui être appliquées. Alors pourquoi on appelle ça cantilever? Cantilever, il s'agit réellement d'un cantilever, c'est un système isostatique, c'est un parmi les systèmes isostatiques, et parmi les systèmes isostatiques, c'est la console. Alors c'est comme si vous aviez regardé une console, ça c'est l'encastrement, et ça, vous avez votre console qui va être chargée, d'accord? Imaginons que la semelle, c'est l'encastrement, et ça, c'est la charge du mur. Il travaille comme une console qui va fléchir comme ça. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les murs cantilevers. Ils sont très économiques. C'est les plus utilisés actuellement. Donc, des murs que vous risquez de croiser demain ou après-demain, et ça sera à 98% ce genre de mur. Très bien, nous allons voir tout à l'heure, d'ailleurs l'exercice qui va vous être proposé, il concernera uniquement les murs cantilevers. Pourquoi? Parce qu'il compose pratiquement 98% des cas réels actuels. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire pour ce genre de mur de soutènement, on les reverra tout à l'heure.
Alors ici, nous allons voir les soutènements en terre armée. Alors, c'est quoi ces soutènements en terre armée? Alors, c'est des soutènements qui ont été inventés très récemment, en 1963, par l'ingénieur Henri Vidal, c'est un Français. Alors, ce type de soutènement, il n'utilise pas un ouvrage proprement dit, mais il se propose de renforcer ou de rigidifier les talus. On peut le voir ici, regardez, sur cette figure-là. D'accord? Vous avez un écran, c'est juste un parement, c'est pas ça, ce que vous voyez ici, c'est le parement. Donc c'est le parement. D'accord? C'est une paroi en béton qui n'est pas très épaisse et qui n'assure pas réellement la stabilité de ces terres-là. Alors ces terres-là, comment elles assurent leur stabilité? Alors on va faire des couches de terre, mais on va rajouter, regardez ici, des lames d'acier. D'accord? C'est des bandes d'acier, bien sûr protégées dans des gaines. D'accord? C'est un ferraillage que l'on met sur les différentes couches de remblai. Donc on met une couche de remblai, on rajoute des bandes, un niveau de bande, on met une autre couche de remblai, et on met un autre niveau de bandelette en acier. On remet encore une couche de remblai, et remarquez que c'est vertical. Et on met encore ces inclusions qui sont des armatures en acier. Et donc ces armatures-là évitent que le terrain ne se décomprime et que la poussée des terres, elle va être annulée uniquement par les tractions de la poussée des terres, elle va être annulée ou bien éliminée grâce à ces inclusions d'armatures en acier. Alors ce genre de soutènement, vous les verrez souvent sur les autoroutes. D'accord? C'est très très utilisé chez nous. Alors, il existe une autre variante, d'accord, pour ne pas utiliser les bandelettes en acier, une variante récente. Au lieu d'utiliser des bandelettes d'acier qui risquent de se corroder à la longue, de se détériorer, de se relâcher, on utilise maintenant des géotextiles. Des géotextiles, d'accord, c'est des membranes plastiques très rigides qui ont un haut potentiel de traction. Et on peut le voir, pardon, ce type de... On peut le voir ici. Voilà, donc à la place des bandelettes en acier, on met des couches de remblai et on met ces géotextiles. Donc c'est des membranes en plastique très rigides, d'accord, à différents niveaux. Donc on met 40-50 cm de terre, on met cette couche, bien cette nappe de géotextile. On prend soin bien de l'ancrer à l'extrémité du remblai. On remet une couche, donc vous allez avoir une couche de remblai. Voilà. Une nappe géotextile. Une autre couche de remblai au-dessus. Une autre nappe de géotextile. Et donc on renforce le sol ou bien le talus, d'accord, par ces inclusions de géotextiles. Elles sont très économiques. Alors comparé aux bandelettes métalliques qui se corrodent, qui peuvent se détériorer avec le temps, alors ces géotextiles, premier point, le premier avantage, qu'ils sont peu coûteux comparé aux bandelettes acier, qu'ils sont pérennes dans le temps, donc ils vont durer dans le temps, elles ne vont pas se détériorer comparativement aux inclusions métalliques qui peuvent se corroder et se détériorer, se relâcher. Et donc moi je dirais le principal attrait de ces géomembranes, de ces géotextiles, c'est l'aspect argent financier, parce qu'elles coûtent très peu cher. Et donc elles sont faciles à placer, et donc vous arrivez à ce résultat. C'est ce qu'on appelle le système à talus. Alors vous voyez, je pense que vous avez déjà vu ce genre de parement. Alors, ce genre de parement, c'est pas ça qui soutient les terres. Ce genre de parement, il protège, c'est une protection du parement, du talus, contre
l'érosion. D'accord? Pour qu'il ne s'érode pas. S'il commence à s'éroder, il va se relâcher, les nappes vont apparaître et elles ne vont plus jouer leur rôle. Et donc tout ça, c'est pas ça qui tient les terres en place. Alors chez nous actuellement, ce système de Atalu, il est, je dirais, mal utilisé. On a vu les dernières, dans certains quartiers d'Alger, lorsqu'il y a eu les dernières pluies, des choses comme ça qui sont tombées. Et on a remis en cause le système. On a dit le système Atalu n'est pas fiable. Et bien ces systèmes Atalu qu'ils ont utilisés, ils n'ont pas mis les géotextiles derrière. Ils ont protégé le talus, uniquement la paroi du talus. Et tout le talus qu'il y avait ici, d'accord, il n'y avait pas ces géotextiles. Et donc ça a glissé. S'il y avait les géotextiles, il n'y aurait pas eu cette fissuration, il n'y aurait pas eu de glissement. Donc on met des trucs, les plots en béton, on les met uniquement, ces plots-là en béton, nous les mettons uniquement pour protéger le parement, pour qu'ils ne s'érodent pas avec le vent et la pluie, tout simplement. Donc attention, le système Atalu, vous avez ces éléments de parement, mais derrière, vous avez des membranes géotextiles à différents niveaux, sur toute la hauteur. Et avec ce système-là, on peut atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur de talus. C'est pas très cher, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de ferraillage, mais à condition qu'on le réalise correctement, qu'on utilise ces géotextiles. Ce qui n'est pas fait, malheureusement, chez nous, un peu partout. C'est un système que, je dirais, j'apprécie tout particulièrement, vu qu'il laisse un aspect, qu'il donne un aspect architectural, je dirais, assez agréable à voir. On peut même mettre des plantes grasses ici qui vont venir décorer tout le parement, contrairement aux murs cantilever, c'est des gros plans de béton qui sont pas très jolis à voir. Et donc, s'il y a une recherche, je dirais, environnementale, quelque chose dans ce sens, je préférais avoir des Atalu, mais attention, il faut toujours utiliser des géotextiles derrière. Si vous ne les utilisez pas, vous n'avez rien fait et vous allez droit vers une catastrophe. Alors le dernier type de soutènement que l'on va voir dans ce cours, c'est les soutènements par gabion. Je pense vous devez sûrement connaître ce genre de soutènement. Alors si je vous montre cette figure-là, vous voyez, c'est une autoroute, d'accord? Et puis vous avez ici de la pierre qui est emprisonnée. Regardez ici un module élémentaire qui fait 1 mètre par 1 mètre sur 1 mètre. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les gabions. Alors les gabions, c'est en fait une catégorie de murs-poids. Alors ils sont composés par des grosses cages d'armature, comme vous le voyez ici, en acier. D'accord, dans lesquels sont emprisonnés, ou bien je dirais en termes techniques, sont confinés des grosses pierres, d'accord, voilà, des grosses pierres. Et ce genre de gabion, voilà, il travaille exactement comme un mur-poids, c'est-à-dire grâce au poids de toutes ces pierres-là, on arrive à équilibrer les terres, la poussée des terres qui est en aval. Alors du point de vue écologique, alors on dit c'est la solution idéale, d'accord, du point de vue écologique, c'est la solution idéale, c'est du matériau naturel, il s'intègre très bien, regardez, dans son environnement, et voilà, à chaque fois que c'est possible, utiliser du gabion. Donc son impact, son indice carbone est très faible, et donc voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle au moins déjà une étape sur l'éco-construction. Alors toutefois, vous savez que les gabions, ils ont un sérieux inconvénient, c'est l'encombrement de ces derniers. C'est-à-dire, si vous avez à réaliser 6 mètres de haut, comme ici, la largeur du gabion doit être de 4,5. Si c'est 9 mètres, c'est 6 mètres, 12 mètres, 7 mètres et demi. Et donc ils sont très encombrants. Donc parfois on ne peut pas les utiliser réellement, parce que regardez, pour 24 mètres, il faudra 15 mètres. Vous allez
je dirais, consommer dans de votre terrain. Voilà, pour 30 mètres, c'est très rare. Carrément, c'est 18 mètres. D'accord. Et donc, l'inconvénient de ces murs poids de type gabion, c'est l'encombrement, donc la place qu'ils prennent sur site. Mais lorsque vous avez des autoroutes où le terrain appartient à l'État, donc on n'a pas de souci à occuper des places aussi importantes. Et je conseillerais donc d'utiliser dans les aménagements extérieurs, donc tout ce qui est aménagement extérieur, d'accord, je conseillerais d'utiliser les gabions chaque fois que ceci est possible. Alors le calcul des gabions, il est assez délicat, il doit être confié à un ingénieur, d'accord, compétent, parce que vous savez que ces blocs-là sont simplement posés. S'il y a un mauvais calcul, alors il se pourrait que ces deux blocs-là se détachent, ils tombent, et là, c'est pire qu'un glissement. D'accord, c'est carrément un flanc de montagne qui va tomber sur la route, et s'il y a des véhicules, s'il y a des personnes, je vous laisse imaginer le dégât que ça pourrait provoquer. Donc ce genre de soutènement par gabion doit être confié, même pour les murs cantilevers et les murs poids et les murs en terre armée, d'accord, tout ça doit être confié à des ingénieurs spécialisés, parce qu'il y a un fait, c'est que, vous savez, dans la pathologie du bâtiment, d'accord, dans les accidents si on faisait un recensement des accidents dans le bâtiment, eh ben les accidents des soutènements et des fondations représentent à eux seuls 95% des accidents, des pathologies. Et donc, ils sont soumis à des forces que l'on contrôle mal, et donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faudrait confier ça, ces études, à des ingénieurs compétents afin de minimiser tout risque d'erreur et d'accident. Voilà, donc nous allons voir maintenant comment se comporte mécaniquement un mur de soutènement et comment sa stabilité est assurée. Donc c'est une question primordiale, hyper importante, vu, comme je viens de le dire, que ces murs-là, que ces ouvrages-là, présentent souvent des pathologies diverses, courantes et nombreuses. Alors sur la figure suivante, vous voyez un mur de soutènement, de type cantilever, bien sûr. Voilà. Et vous avez un ensemble de forces. Alors nous allons énumérer les forces une par une. Alors, la première force que je souhaiterais présenter, bien sûr, c'est le plus simple, c'est le poids du mur. Donc, c'est le poids du mur que j'appellerai, d'accord, poids du mur, bon, PM. Très bien, je vais mettre PM ici. Alors, après le poids du mur, le deuxième type de charge, c'est le poids des terres, regardez, sur la semelle. Vous avez des terres ici, vous avez un talus, vous avez des terres, utilisez notre couleur, vous avez des terres, ces terres-là ont un poids, qu'on appelle WT1. D'accord, il s'appuie, donc ce poids des terres s'applique sur la semelle, vous voyez, il s'applique sur cette semelle-là, il s'appuie ici. Vous avez aussi des terres de l'autre côté, le mur étant toujours ancré dans le sol, il faut toujours le faire arriver vers le bon sol, très bien, et donc vous avez toujours de la terre ici, comme on l'a dit, c'est la côte projet, très bien, et donc on retient toutes ces terres-là qui sont ici. Donc vous avez aussi des terres qui ont un poids et qui s'appliquent sur la semelle qu'on appelle la semelle avant, donc WT2, la voici, WT2, donc le poids du mur, le poids des terres WT1, le poids des terres WT2, très bien. Maintenant, nous allons voir les charges dues au sol. On sait que le sol pousse. Vous savez, tout le monde sait que les sols poussent. Nous avons donc la résultante de la poussée des terres. Donc vous avez la poussée des terres et vous avez le résultante. Alors la poussée des terres, elle varie toujours de manière triangulaire. Vous voyez, c'est comme la pression de l'eau sur un récipient. Si vous ramenez un récipient, vous mettez de l'eau dedans, et bien cette eau, elle exerce une pression ici. Si l'eau elle a une densité gamma,
et le récipient il a une hauteur H, la pression sur les parois, c'est gamma fois H. Et ça, vous le connaissez hein, depuis longtemps, depuis le secondaire. Les terres, c'est la même chose. Donc, vous avez des actions horizontales qui varient de manière triangulaire. Et donc, la résultante, elle est appliquée à quelle distance? À 2/3, d'accord, du haut, ou bien 1/3 du bas. 1/3 de la hauteur. Si j'appelle ça la hauteur H, grand H du mur. Très bien. Donc, c'est la poussée. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette poussée? Les poussées des sols sont variables. Vous avez des sols qui poussent beaucoup, et donc la charge P A est importante, et vous avez des sols qui poussent moins. Alors, pardon, quels sont les sols qui poussent beaucoup? Ben, les sols sableux, qui ne tiennent pas en place. Ils ont des coefficients de poussée importants, des charges de poussée importantes. Quels sont les sols qui poussent moins? Hein, c'est les sols qui sont un peu plus cohérents, d'accord, qui se tiennent tout seuls. C'est des argiles. Donc ils poussent, mais ils poussent moins. Donc les argiles, c'est des sols qui sont cohérents. Donc ils possèdent de la cohésion, donc cohérents. Ils poussent moins que les sables, par exemple, ou les graviers, qui sont des sols pulvérulents. Ils sont démunis de cohésion. Pulvérulents. Donc, cette action, elle est variable. On verra tout à l'heure comment est activé ce mécanisme de poussée. Bien sûr, vous avez, à l'opposé de la force de poussée, vous avez une force de butée. C'est une force de butée qui bute, qui empêche le mur de se déplacer. À chaque fois que vous voulez déplacer le mur, d'un petit chouïa vers la gauche, par exemple ici, il y a une force de butée qui va se mobiliser, qui va s'opposer. Donc les grains du sol ici vont s'opposer au déplacement du mur. Tandis que les sols qui ici, c'est eux qui activent le déplacement. C'est pour cela qu'on a les forces actives et les forces de butée, qui sont des forces passives. Alors, pour réaliser l'équilibre d'un mur, alors il faut être très prudent. Il faudrait que toutes ces charges-là soient en équilibre. Et voilà l'intérêt de ces murs cantilevers. J'ai dit que c'était des murs qui savaient se jouer de la statique, cantilever, d'accord? C'est-à-dire qu'ils mettaient en place ces charges-là, de sorte à ce que toutes ces charges-là s'annulent, aussi bien somme des forces horizontales égale 0, somme des forces verticales égale 0, et somme des moments par rapport à un point O égale 0. Et pour réaliser ces équilibres, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur le poids du mur, on va jouer sur la largeur de la semelle. D'accord? Aussi bien la largeur arrière que la largeur bien la semelle avant. Donc réaliser l'équilibre d'un mur de soutènement, il fait intervenir des calculs assez fastidieux, qui ne sont pas, je dirais, du ressort de l'élève architecte. Et je vais dire une chose, c'est-à-dire que pour réaliser cet équilibre-là, il suffit de réaliser une seule, d'accord, une seule condition, que je vais exposer tout de suite. Alors, pour que le mur de soutènement soit en équilibre, il faudrait que la résultante de toutes ces forces-là passe dans le tiers central de ma semelle de voile. Qu'est-ce qu'on appelle le tiers central? C'est la zone, c'est que la résultante R de toutes les forces, lorsqu'on va la projeter graphiquement, il faudrait qu'elle soit dans un espace confiné par B sur 6 ici et B sur 6 là. B sur 6 plus B sur 6, ça fait B sur 3. C'est pour cela qu'on dit le tiers central.
Donc une fois qu'on réalise ça, que la résultante est à l'intérieur de ce noyau central, vous allez voir cette notion de noyau central en RDM très bientôt. Nous allons la voir même nous pour les semelles sous N et M, donc sous un effort normal et un moment fléchissant. Donc on apprendra à dimensionner notre semelle pour que la résultante soit toujours incluse dans cet espace de B sur 6, B sur 6. Donc je ne donne pas ces formules-là, donc elles ne vous intéressent pas, elles sont données juste à titre indicatif. Et voilà, donc pour vous, il faudrait faire attention au calcul des murs de soutènement, et souvent les murs de soutènement ont des largeurs B très grandes. Pourquoi? C'est pour assurer, ou bien pour s'assurer que R tombe, d'accord, que la résultante de toutes les forces soit dans le noyau central ou bien le tiers central. Si on rapetissait le B, donc le B sur 6 serait petit, d'accord, et le tiers central serait petit, et la réaction sortirait de ce tiers. C'est pour cela que dans les murs de soutènement, ça c'est la semelle du mur de soutènement, les semelles sont larges pour que le tiers central soit assez large et que la résultante soit incluse dans le tiers central, et là vous assurez la stabilité de votre mur. Alors, regardez maintenant, je vais vous présenter différents modes de ruine d'un mur de soutènement. Alors, un mur de soutènement, il peut pivoter par rapport à un point haut. Les poussées vont le faire pivoter. C'est ce qu'on appelle le renversement. C'est lorsque l'équilibre des moments n'est plus assuré. Et dans ce cas-là, le B sur 6, donc il n'y a pas vérification de la condition que la résultante tombe dans le tiers central. Un deuxième mode de ruine d'un mur de soutènement, c'est le glissement. C'est que le mur se déplace. Et là, vous avez que la somme des forces horizontales n'est plus assurée. On peut avoir un mur qui va tasser. C'est que le sol, regardez, s'est affaissé. D'accord? C'est l'insuffisance de la contrainte sigma sol. C'est la somme des forces verticales qui n'est plus vérifiée. D'accord? Là, c'est la somme des moments qui n'est plus vérifiée. Vous avez ça. Alors demain, si vous êtes sur un chantier, vous avez un mur qui présente ça, c'est clair qu'il y a eu problème dans le B sur 6, le tiers central. C'est-à-dire que la réaction n'est pas dans le tiers central. Et vous avez ce phénomène de renversement. Si vous avez un mur de soutènement qui se déplace uniquement comme ça, donc vous avez un déplacement sans rotation, eh bien vous allez dire que la condition des forces horizontales n'est pas suffisante. Il fallait peut-être mettre plus de butée ici, de terre ici. Il fallait ancrer davantage le mur pour que les forces de butée s'opposent au glissement. Donc, la somme des forces horizontales n'est pas vérifiée dans ce cas-là. Ici, il y a eu un problème de sol. Donc, vous voyez, il s'affaisse. Vous voyez, le sol n'est plus droit. Donc, vous avez ce cas de figure, comme ça. Donc, ça veut dire que ce coin-là a tassé. Et là, c'est clair que c'est la somme des forces verticales qui n'est plus vérifiée. Alors, on peut avoir aussi ce cas-là, un mur qui se déforme comme ça. Alors là, c'est clair que c'est l'épaisseur du rideau qui était insuffisante. Alors ici, c'est une instabilité générale. C'est, je dirais, un mariage entre différentes, je sais pas, les différentes conditions qu'on vient d'énumérer. Vous voyez, les murs de soutènement présentent pas mal de pathologies. Il faudrait d'abord connaître l'origine de la pathologie pour pouvoir corriger par la suite cette pathologie. Et souvent, je viens de le dire tout à l'heure, que dans les ouvrages du génie civil, si on disait alors les pathologies, toutes les pathologies c'est 100%, la pathologie des murs de soutènement c'est 90%. Les fondations et les soutènements c'est plus de 98% des pathologies, en moyenne, voilà, c'est un chiffre moyen. Pour attirer votre attention que c'est des ouvrages très sensibles, et parfois leur rupture conduit à des désastres écologiques et parfois même des drames humains. On peut avoir même des pertes humaines
malheureusement. Donc il faut faire très attention lorsqu'il s'agit de dimensionner un mur de soutènement. Alors regardez, par exemple ici, je prends ce cas-là, ne voyez pas ce qui se passe ici, d'accord? Alors un mur de soutènement, regardez, la semelle est toujours ancrée bien dans le talus. Est toujours bien ancré dans le talus. Alors souvent, je rencontre des gens qui me disent pourquoi j'ai pas suffisamment de place, vous allez bouffer, je vais bouffer toute cette place dans mon terrain pour mettre mon mur de soutènement. Non, et bien effectivement, il faut mettre cette semelle, qu'on va le voir maintenant, d'accord, on va le voir lorsqu'on va étudier les formules de prédimensionnement. C'est très important d'avoir une semelle arrière importante. Pourquoi? Pour que le poids des terres qui sont ici va appuyer sur le voile, donc au lieu de le déstabiliser comme là, donc ces terres-là, par rapport à ce point de basculement, regardez qu'elles tendent à stabiliser le mur. La poussée pousse dans ce sens, donc le mur a tendance à pivoter dans ce sens. Les terres qui sont là vont pousser ici, ils vont créer un moment antagoniste, donc contraire au moment de la poussée. Et donc c'est très important d'avoir cette semelle arrière. Et la semelle arrière est toujours plus grande que la semelle avant. Pourquoi? Pour mobiliser uniquement les terres qui sont au-dessus de cette semelle, qui vont s'opposer, d'accord, au renversement du mur. C'est pour cela que j'avais dit au début que ces murs cantilevers, ils se jouent de la statique, donc ils utilisent les équations de la statique pour concevoir des murs qui sont économiques, pas très épais, et ils comptent, regardez, toute la poussée des terres sans avoir à mettre beaucoup de béton comme les murs poids. Donc c'est ça. Donc ils utilisent ces équilibres autour du point de rotation, d'accord, pour assurer l'équilibre du mur et non pas, ils se basent non pas uniquement sur le poids du mur. Donc voilà, c'est pour cela que lorsque vous allez voir des murs de soutènement, la plupart du temps, ça sera des murs cantilevers parce qu'ils sont très intéressants, très économiques et très sûrs en même temps. Voyons maintenant de quoi est constitué un mur cantilever. Alors, déjà, vous avez les remblais, les murs qui sont, plutôt les terres qui sont derrière le mur. Vous avez donc le rideau, c'est la paroi verticale. Tout ça, c'est le rideau. Vous avez la semelle avant. Vous avez la semelle arrière. Et tout ça, ça constitue la semelle du mur. Vous avez le parement qui est incliné ici. C'est ce qu'on appelle le fruit. Donc c'est une inclinaison. Généralement, elle ne dépasse pas 5 à 7 degrés, d'accord, d'angle. Voilà, donc un mur de soutènement est composé d'une semelle arrière et avant, d'un rideau. Alors le rideau en haut, généralement au minimum on fait 25 cm. Pour les autres dimensions, la largeur B, l'épaisseur de la semelle, l'épaisseur du rideau ici, on va vous les donner tout de suite. Alors, si j'appelle H la hauteur totale du mur, alors c'est quoi la hauteur totale du mur? C'est la hauteur des talus que l'on va, regarder, de la côte projet. Ici, c'est notre fameuse côte projet. Notre projet va être là. Là, c'est les terres que je vais soutenir. Elles sont là. D'accord? La hauteur H, c'est la hauteur d'ancrage plus la hauteur du rideau au-dessus de la côte projet. Alors, si je comptabilise le H, donc je calcule mon H, la semelle, elle aura pour dimension, donc B, il va varier de 0,5 H à 0,7 H. Alors pourquoi deux bornes? Tout simplement parce que vous avez des sols qui poussent un peu, donc vous avez tendance à choisir dans ce sens-là. Par contre, si vous avez des murs qui poussent, plutôt des sols qui poussent beaucoup, vous allez choisir le B encore plus grand pour assurer votre stabilité. Donc si la poussée est petite, on choisira le B du côté de 0,5 H. Donc si c'est de l'argile, je vais choisir 0,5 H. Si c'est du sable, je vais choisir un B beaucoup plus grand, 0,7 H. Tout ça pour garantir à ce que notre résultante soit située
sur le tiers central que dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc on agrandit le B pour que la résultante soit dans cette zone-là, la résultante de toutes les forces. Alors, regardez, la semelle avant est toujours plus petite que la semelle arrière. Donc si je mets B sur 3 de ce côté amont, alors en aval, en amont, je vais avoir plus. Je vais avoir à partir de l'axe, par exemple, 2B sur 3. Donc la semelle arrière, sous le sol, est beaucoup plus grande que la semelle avant. Attention de faire cette erreur-là. Donc B, 0,5H, si c'est des sols qui sont cohérents, et 0,7H, si c'est des sols qui sont peu cohérents ou pulvérulents. Alors, le rideau, il aura minimum d'épaisseur en haut, 25 cm. L'épaisseur ER du rideau et l'épaisseur de la semelle, alors généralement, c'est H sur 12. H étant la hauteur totale depuis la semelle jusqu'en haut du talus. C'est des formules classiques pour prédimensionner un mur de soutènement. D'accord? Et donc, voilà, à partir de là, vous pourrez estimer facilement les volumes du béton dans le cas d'un projet ou d'un autre. Voilà, on va terminer ici notre présentation sur les murs de soutènement pour cette année. Plus tard, l'année prochaine ou les autres années, vous allez voir un peu plus en détail ces murs de soutènement avec leur ferraillage, etc. Donc je laisserai le soin à mes collègues des années des paliers supérieurs pour vous faire le nécessaire dans ce cas. Je vous remercie et à bientôt.